Donc je suis Arnaud Le Cerveau, je travaille au niveau du ministère de la Recherche et je suis en charge du lien entre infrastructure nationale de recherche et monde économique. Et vous allez voir en fait un grand nombre d'exemples de partenariats entre les infrastructures de recherche qui ne sont pas que destinées au monde de la recherche pour les chercheurs du public, mais aussi au monde de la recherche pour l'industrie. Et vous allez voir des exemples concrets de travaux en commun entre infrastructures de recherche et entreprises. Donc on va balayer des choses très diverses. En deux mots, pourquoi vous voyez la photo de Galilée ici? C'est que, pour simplifier, il faut voir les infrastructures de recherche comme étant des grands instruments au service de la science et, vous allez le voir, de l'industrie. C'est un peu la lunette de Galilée qui est là, hein. Quand on parle des travaux de Galilée, on parle toujours du chercheur, on parle toujours de ce qu'il a découvert et les travaux sur les planètes. On ne parle jamais de la lunette. C'est une personne qui faisait aussi des lunettes et des instruments. Et sans ça, il n'y aurait jamais eu en fait toutes les découvertes qu'il a menées. Donc, très rapidement, une infrastructure de recherche, c'est historiquement des très grands moyens au service de la recherche, initialement plutôt au niveau de la physique, par exemple de la physique des particules, de l'astronomie, des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, ce sont des grands instruments au service de la communauté de recherche qu'il y a dans tous les secteurs. Vous avez des infrastructures de recherche, bien sûr, toujours en physique, mais également des grands calculateurs, également de la biologie, de la santé, des sciences humaines et sociales. Donc ce sont des grands moyens voilà, à disposition de la communauté de recherche, mais également de la communauté industrielle, on va le voir. Typiquement, c'est peu connu, mais la flotte océanique française dirigée par l'Ifremer est une infrastructure nationale de recherche française. Donc on a la dernière feuille de route qui paraît tous les 3-4 ans, qui est parue cette année, en mars de cette année, et qui s'appelle Stratégie nationale des infrastructures de recherche. Bon, c'est l'édition 2021, mais dans les faits, elle est parue en 2022. Et vous pourrez voir sur Internet l'ensemble des infrastructures de recherche. C'est vraiment un ensemble très important de moyens à la pointe et qui peut servir, donc, comme je l'ai dit, le monde industriel. On a toute une communauté qui s'appelle French Big Science, un réseau autour de ces infrastructures, composé de personnes qui sont là pour aider les industriels à vendre des services pour ces infrastructures et des chargés de valorisation qui sont là pour aider les industriels à travailler avec les infrastructures. Bon, en deux mots, les marchés. Du côté de la fourniture aux infrastructures, donc moi j'anime un réseau de ILO, hein, ce sont des gens qui sont là pour aider les industriels à remporter des appels d'offres dans les grandes infrastructures internationales, hein, CERN, ITER et autres. Le marché global, il est estimé, vous avez quelques chiffres, autour d'1 milliard en France, 10 milliards en Europe, ce sont des marchés annuels, hein, 42 milliards au niveau international, mondial, mais c'est des chiffres qui augmentent. Du côté de la valorisation, donc il y a des valorisations sous forme de prestations de services, de la valorisation sous forme de transfert de technologie, de projets de recherche communs, donc vous avez une grande variété en fait de valorisation. Voilà, on va commencer des exemples concrets pour ne pas rester dans les présentations générales. Et on va commencer donc par l'infrastructure rare. Et je vais donc appeler, voilà, pour présenter l'infrastructure. Donc il faut juste appuyer ici. Merci. Merci. Bonjour. Donc, déjà, je me présente. Je suis Christian Mougin, donc chercheur à INRAE, puis je suis accompagné par Sylvia Bruno. Voilà. Donc, moi, je voulais vous parler de cette infrastructure. RAR, ça veut dire ressources agronomiques pour la recherche. Donc, dans cette infrastructure, nous collectons, nous stockons, nous caractérisons et nous distribuons aux partenaires de la recherche, qu'ils soient publics ou privés, des ressources biologiques. Alors, ces ressources biologiques, pour nous, ce sont des échantillons, et vous verrez qu'elles sont de nature multiple, associés à un ensemble de données, de caractérisation, par exemple. Et donc, RAR, c'est un réseau de réseaux. Et en fait, chaque sous-réseau s'appelle un pilier. Enfin, nous, on le dénomme pilier. Et donc, nous sommes responsables avec Sylvia du pilier environnement. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on a dans ce pilier. Donc, voilà, RAR, c'est un réseau de 5 piliers qui stockent et distribuent des ressources donc pour les besoins de la recherche en agronomie ou éventuellement en sciences de l'environnement.
Vous voyez aussi d'autres débouchés possibles, hein, l'agroalimentaire par exemple, la valorisation de la biomasse ou les clean tech. Alors on a des millions de ressources biologiques hein, qui sont stockées dans les différents piliers, que ce soit au niveau de l'animal, de la plante, de l'environnement, de la forêt ou des micro-organismes. Au niveau du pilier animal, on va retrouver les animaux d'élevage et leurs apparentés sauvages. Au niveau de la plante, les plantes cultivées et leurs apparentés sauvages. Au niveau de la forêt, les ressources forestières, bien évidemment. Au niveau des micro-organismes, beaucoup de micro-organismes d'intérêt biotechnologique ou agroalimentaire, par exemple. Et puis au niveau de l'environnement, vous verrez une diversité de matériel, des sols par exemple, des insectes, aussi des micro-organismes qui permettent de caractériser les composantes de l'environnement. Donc essentiellement, on a des échantillons reproducteurs hein, de l'ADN, du matériel génétique, mais également des espèces vivantes ou des espèces mortes en collection. Donc le pilier environnement que vous voyez en bas, c'est pas mal d'échantillons, essentiellement des échantillons de sol, mais pas que. On a beaucoup d'insectes qui servent à des besoins de détermination, où on a aussi d'autres collections d'invertébrés. On a aussi des tissus de poissons, notamment qui sont collectés lors de pêches réglementaires et qui permettent de travailler sur, par exemple, l'évolution des poissons. Alors, 3 exemples, hein, j'ai choisi 3 exemples de partenariats. Le premier concerne la production de molécules d'intérêt, notamment d'intérêt médical. On a des collections de bactéries qui sont des symbiotes, hein, qui vivent dans le microbiote du tube digestif des nématodes, hein, qui sont de petits vers, avec lesquels il y a un partenariat qui a été développé avec la société Nosopharm pour proposer des agents anti-infectieux. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne le biocontrôle. Vous savez qu'en ce moment, on cherche à remplacer les traitements pesticides traditionnels, les traitements phytosanitaires traditionnels, par des traitements utilisant des produits ou des organismes de biocontrôle, donc des produits ou des organismes naturels. Et donc, avec le consortium Biocontrôle, qui comprend un certain nombre d'acteurs de la recherche privée, mais aussi des acteurs industriels, des grands industriels de la chimie, qui cherchent à se diversifier, on dispose dans nos collections d'insectes, comme les trichogrammes, qui peuvent être utilisés à des fins de biocontrôle pour contrôler, par exemple, des lépidoptères ravageurs des cultures ou d'autres types d'insectes ravageurs des cultures. Et le troisième exemple concerne la connaissance de la qualité biologique de nos sols. On parle beaucoup de la dégradation des sols et nous collectons et nous conservons dans nos conservatoires des échantillons d'ADN de sol qui permettent de travailler sur la diversité du sol, de faire des cartes à l'échelle nationale et de proposer différentes banques de données aux industriels ou aux bureaux d'études qui ont besoin d'informations sur les sols. Voilà. Merci. Là, on va passer au synchrotron Soleil. Bonjour à tous, donc je suis Philippe Beblet, je suis responsable des relations industrielles et de la valorisation à Soleil. Donc une présentation rapide de Soleil. Donc c'est le Centre national de production et d'exploitation de lumière synchrotron, situé au cœur du pôle de recherche et d'innovation de Paris-Saclay. Donc c'est un centre de recherche et de service pour les études de matériaux par les techniques synchrotron, qui sont utilisables sur 29 lignes de lumière, donc qui sont représentées schématiquement en bas. Nous recevons annuellement 2500 utilisateurs extérieurs qui viennent d'à peu près 900 laboratoires académiques et une centaine d'entreprises, donc françaises, européennes, internationales, dans le cadre d'à peu près 600 projets scientifiques publiables et 150 prestations confidentielles chaque année. Soleil, c'est une société civile de recherche, donc une société de droit privé, qui est filiale du CEA du CNRS. Son effectif est de 450 personnes, dont à peu près 3/4 de permanents. Et son budget de fonctionnement, 63 millions d'euros. Donc vous pouvez bien sûr trouver des informations complémentaires sur le site web. Et je vous invite bien évidemment à venir nous voir sur le stand G24 dans le village des infrastructures de recherche.
Alors, je vais vous parler d'un partenariat tripartite entre Servier, Novalix et Soleil. Donc, vous connaissez à peu près tous, j'imagine, Servier. Je rappellerai juste 2-3 grandes données. C'est le deuxième groupe pharmaceutique français. Il emploie à l'échelle mondiale 22 000 personnes. Et il consacre à peu près 20% de son chiffre d'affaires princeps à la R&D. Et ces centres de R&D sont principalement situés en France. Novalix, qui est probablement moins connu de la plupart d'entre vous, c'est une structure de recherche sous contrat spécialisée dans la recherche préclinique, qui a 200 salariés, qui réalise à peu près 15 millions de chiffres d'affaires et qui est située près de Strasbourg. Elle a différents domaines d'expertise, dont un qui est un petit peu inhabituel, qui sont des modèles collaboratifs, et notamment l'internisation de ses équipes directement chez ses clients. Donc, ce partenariat s'est traduit par la création en 2015, donc il y a déjà un certain recul, d'un laboratoire de biologie structurale de Soleil à Servier, qui s'appelle le LBS3. Donc, avec création de ce laboratoire directement dans les locaux du bâtiment Synchrotron, donc là où est toute, je dirais, l'expertise technologique et scientifique, dans le cadre de 170 mètres carrés de laboratoire qui ont été aménagés de manière à faire fonctionner ce laboratoire de biologie structurale, et 30 mètres carrés de bureaux. Et l'activité opérationnelle de biologie structurale donc, est menée par Novalix, donc, qui est prestataire direct de Servier, avec une équipe de 7 permanents à temps plein sur site. Donc ce partenariat, bien sûr, s'établit sur, je dirais, 3 éléments constitutifs. L'existence préalable de collaboration bilatérale. Donc Soleil travaillait avec Servier depuis 2008, avec Novalix depuis 2011. Une complémentarité scientifique entre les 3 parties. Donc bien sûr, Servier pour la production de candidats médicaments. Novalix réalisant la production, la purification et la cristallisation des molécules cibles, des protéines. Et puis Soleil étant spécialiste de la détermination de la structure tridimensionnelle de protéines, de macromolécules, en utilisant ces 2 lignes de lumière de biocristallographie macromoléculaire. Et puis, 3e élément, une volonté commune donc, de faire avancer la recherche médicale française au sein de la compétition internationale. Donc, les principaux produits, les principaux résultats de ce partenariat. Donc, chaque année, 15 expériences synchrotrons sont réalisées à Soleil par Novalix dans le cadre du LBS3. Et Novalix, en tant que prestataire de service, réalise en plus une dizaine d'expériences synchrotrons pour ses autres clients, donc indépendamment de Servier. Et l'ensemble donc du cumul de ces 2 expériences représente à peu près 15% de l'utilisation industrielle annuelle à Soleil. En termes quantitatifs, vous voyez, Novalix teste à peu près de l'ordre de 1000 cristaux chaque année et arrive à résoudre une quarantaine de structures. Et enfin, dernier élément contextuel, donc la 1000e expérience industrielle de Soleil a été réalisée il y a un peu plus d'1 an par l'équipe du LBS3. Et pour terminer, je dirais que ce partenariat s'inscrit dans le futur institut de recherche et développement de Servier, qui va ouvrir ses portes donc, à Paris-Saclay courant 2023 et qui sera à moins de 2 km de Soleil. Merci Philippe. On va rester dans le monde des synchrotrons et on va passer à l'ESRF. Et juste pour vous dire, en fait, sans les synchrotrons, on n'est pas sûr aujourd'hui que le Covid, on aurait pu trouver un vaccin, etc. C'est grâce à ce type d'appareil qu'on fait de la biologie structurale, qu'on est capable de refaire de la 3D, etc., etc. Donc je fais juste une parenthèse pour montrer l'importance de ce type d'instrument. Bonjour tout le monde, voilà, merci pour cette introduction. Donc en effet, je travaille à l'ESRF, au bureau du Development Office, et je suis Didier Blanchard. Et je vais vous proposer déjà un petit tour de l'ESRF. Bon, qu'est-ce que c'est? Nous sommes une installation synchrotron, ça veut dire que nous produisons des rayons X que nous utilisons pour caractériser les matériaux. Et nous travaillons aussi avec beaucoup d'industriels. Donc, au niveau financement, il y a 21 pays qui participent au financement de l'installation ESRF. Et on a aussi 8 pays associés qui participent aussi à ce financement pour un budget total de 120 millions d'euros annuels. Et puis, quelques chiffres. Bon, on a 10 000 visiteurs scientifiques par an. On a 2000 publications par an, globalement.
Et puis, on a à peu près 30% en fait, du temps de faisceau qui est dédié à de la recherche pour les industriels, en partenariat avec des académiques ou directement ou purement industriels. Je vais vous donner un petit exemple qui est assez parlant et révélateur de ce qu'on peut faire. Alors, je ne suis pas sûr, est-ce que la vidéo a été vérifiée? D'accord. Donc là, l'idée, en fait, c'est un partenariat qu'on a eu. Il y a 3 entités. Donc il y a un industriel, c'est Biomar, qui fabrique de l'alimentation pour de la pisciculture. Il y a un institut technologique, le Danish Technical Institute, donc du Danemark. Et puis il y a le SRF, qui est l'institut de recherche, qui a participé à cette étude. Et l'idée ici, il faut savoir qu'il y a 150 millions de tonnes de ressources halieutiques qui sont consommées par an dans le monde. Et en France, le marché de la pisciculture, c'est 210 millions de chiffre d'affaires chaque année. Donc c'est un gros marché. Et évidemment, l'idée, c'est d'améliorer ici la nourriture fournie aux poissons pour accélérer leur croissance, mais aussi préserver leur bien-être et notre bien-être en préservant l'environnement. Donc il y a beaucoup d'études qui sont faites pour développer une alimentation qui soit adaptée. Et pour ce faire, nous avons réalisé à l'ESRF une étude donc pour Biomar, avec l'aide aussi de DTI, en suivant en fait l'ingestion de cette alimentation à l'intérieur des poissons mêmes. Alors, bien sûr, il y a la composition de l'alimentation qui rentre en jeu, mais il y a aussi son aspect, sa granulométrie, etc., qui vont permettre de faciliter la digestion ou non dans l'appareil digestif du poisson. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est une étude par tomographie. Donc, on a réalisé des mesures sur des poissons morts. Excusez-moi, ce peu. Et l'idée, donc, ça a été d'imager en fait la progression de la nourriture à l'intérieur. Et ceci est rendu possible grâce à la qualité du faisceau disponible à l'ESRF, de par sa brillance, c'est-à-dire son intensité, mais aussi de par sa cohérence, qui nous permet en fait de contrôler les longueurs d'onde et les déphasages de façon très précise. Du coup, on est à même en fait de réaliser des images tomographiques de haute résolution avec un très bon contraste. Et on peut imager des matériaux de faible densité à faible densité et à faible contraste, notamment des tissus biologiques, donc ici les poissons. Alors, donc ça, c'est une reconstruction de l'image de la tomographie, voilà, du poisson. Donc, c'est des petits poissons de 2,5 cm sur lesquels on a fait de la tomographie. Et chaque scan, en fait, pour un poisson, le scan dure 2 minutes, donc il ne souffre pas trop, on va dire. Et on a 1200 projections en total pour faire cette reconstruction-là. Donc vous voyez le détail qu'on peut atteindre. Donc on a une résolution ici de 2,5 micromètres. Donc les analyses ont permis en fait de confirmer que certaines formulations de l'alimentation permettaient une meilleure digestion en fait du substrat apporté aux poissons. Donc voilà un exemple de collaboration entre l'industrie et l'ESRF. Merci beaucoup. On va passer à l'ILL. Merci. Bonjour, moi je suis Mark Johnson, responsable de partenariat et de communication à l'ILL. Donc l'ILL, si on commence à gauche, c'est un grand PME, 560 employés. On est financé comme le SRF par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni à 75%. Et le 25% manquant, ça vient de 11 pays membres, plutôt européens. On existe depuis 1967 et nous avons un réacteur de recherche. C'est la source de neutrons le plus intense au monde depuis sa construction en 67 et les premiers neutrons en 71.
Donc la source de neutrons alimente 40 instruments, appareils de mesure, qui permet de faire des expériences dans une grande gamme de sujets et de domaines scientifiques qui sont illustrés en bas à droite: magnétisme, biologie, santé, matériaux, ingénierie, ainsi de suite. À 60% de nos expériences visent la recherche fondamentale, c'est la connaissance. C'est ça qui nous permettra d'aborder les défis sociétaux de demain. Mais aujourd'hui, 40% de nos expériences sont orientées vers les défis sociétaux d'aujourd'hui. Et 15% du total de nos expériences en lien direct ou indirect avec l'industrie. L'industrie, comme les utilisateurs universitaires ou académiques, ne paye pas pour le temps de faisceau si, à condition que nous rendrons publiques les données expérimentales et que si l'expérience est réussie, l'expérience sera publiée. Nous faisons aussi, évidemment, des prestations. Et il y a un exemple ici avec Dassault sur ce qu'on appelle les composants pyrotechniques qui sont illustrés à droite. Donc, ces composants-là, c'est des mini-explosifs qui permettent de séparer les étages de fusées lors des lancements de satellites. Et chacun de ces objets pyrotechniques doit être imagé par neutrons, parce que chaque objet, c'est emballé dans du plomb, donc c'est impénétrable des rayons X, et dedans, il y a un petit fil organique explosif. Donc, on a besoin des neutrons pour pénétrer le plomb et visualiser le cordon organique. Nous avons aussi des façons collaboratives de travailler avec l'industrie et une vision à plus long terme. Donc, collaboratif, l'exemple ici, c'est un programme de thèse que nous avons mis en place avec l'ESRF. Ça s'appelle Innovaction. Donc, chaque projet, il y en a 40, un partenaire industriel. Donc, c'est de la recherche pré-compétitive qui peut être publiée. Et donc, c'est une opportunité pour l'ILL et l'ESRF de développer une collaboration, la méthodologie, une façon de travailler avec ces partenaires industriels. Mais à plus long terme, pour nous, ça nous permet de former des jeunes chercheurs dans les opportunités uniques fournies par les très grandes infrastructures de recherche et qu'eux aussi, ils apprennent les besoins et les spécificités de la recherche industrielle. Et donc, ces 40 projets se retrouvent dans ces domaines de production d'énergie, catalyse, chimie, pharmaceutique, dont on vient d'entendre un très bel exemple. Le programme est financé par la Commission européenne. C'est un Marie Curie programme, co-fund, donc 3,5 millions d'euros de la Commission et le même montant de l'ILL et de l'ESRF. Et un dernier exemple de travail avec des partenaires industriels à l'ILL, c'est un exemple unique avec un réacteur de recherche à très haut flux. C'est la production de radioisotopes. Donc ici, on voit dans le réacteur, le petit point blanc, c'est là où on est en train de produire les isotopes. L'ILL, c'est le réacteur avec le plus haut flux de neutrons dans son cœur en Europe. Et nous étudions spécifiquement les radioisotopes avec une utilisation thérapeutique, donc traitement de cancer. Et on se focalise surtout sur les isotopes qui ne peuvent pas être produits ailleurs, c'est-à-dire eux avec un faible rendement qui ont besoin donc des flux très élevés du réacteur de l'ILL. Un exemple est le lutetium-177 qui est produit à partir de l'ytterbium, et le schéma à droite, ça montre que la production de lutetium à l'ILL, la purification par un partenaire, ensuite la radiopharmacie et à la fin la livraison du traitement médical aux patients. Voilà, un petit aperçu des activités industrielles de l'ILL. Merci. Merci beaucoup. Donc, les physiciens auront remarqué qu'on passe du X, donc des photons, à du neutron, et on va maintenant aller encore vers du plus lourd avec le GaNyl, et donc des ions lourds.
bonjour, donc moi je suis chargée de valorisation et partenariat industriel au GANIL. Le GANIL, c'est le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, on est situé à Caen depuis les années 80. Et donc là, moi je vais vous présenter pas une utilisation de nos faisceaux, comme ont fait mes prédécesseurs, mais plutôt une collaboration issue des technologies qu'on peut mettre en place dans nos laboratoires. Donc le GANIL, aujourd'hui on a 2 installations pour étudier le cœur de la matière, je vais quand même vous les présenter rapidement. Un accélérateur historique qui date des années mis en fonctionnement dans les années 80 pour étudier les ions lourds. L'objectif, le cahier des charges très général, était d'accélérer des faisceaux qui vont du carbone à l'uranium, donc en gros être en capacité d'accélérer tous les faisceaux, tous les ions qu'on trouve dans le tableau de Mendeleïev. Depuis peu de temps, depuis une dizaine d'années, on a une 2e installation qui est venue s'ajouter à côté. Vous avez les photos en vue du ciel, donc l'historique. Et donc cette 2e accélérateur nous permet d'aller encore plus loin sur les connaissances en physique fondamentale, physique nucléaire fondamentale. Donc je vais passer la parole à ma collègue de Stirweld pour qu'elle vous présente son entreprise avec qui on collabore. Bonjour. Donc, très rapidement, la collaboration se base sur notre expertise dans la soudure par friction malaxage, d'où le nom de notre société, Stirweld. C'est un procédé de soudure qui n'est pas nouveau, il a déjà été prouvé et existe depuis 30 ans. Donc, la valeur ajoutée de notre société, c'est faire accessible ces procédés au plus grand nombre de sociétés équipées d'un centre d'usinage. Donc, notre innovation consiste en cette tête de soudure qui peut être montée sur des machines à commande numérique de 3 axes ou de 5 axes et qui permet effectivement de réaliser la soudure par friction malaxage avec les conseils qu'on donne aussi pour la recherche des paramètres nécessaires pour faire la soudure. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à faire déjà, bon, c'est pas à jour, on a fait 29 installations de têtes partout dans le monde, surtout à l'export. Et l'intérêt de faire les soudages, c'est qu'avec la soudure par friction malaxage, on peut augmenter les propriétés mécaniques du métaux. On peut souder des bimatériaux, donc l'aluminium, différents alliages d'aluminium, en permettant que les contraintes physiques qui sont, par exemple, le stress ou la fatigue, soient moins importantes comparées à d'autres procédés traditionnels de soudure. J'ai quelques brochures si vous êtes intéressé sur cette technologie. Merci. Donc une petite présentation de du projet de partenariat avec Stirweld. Donc nous, avec Stirweld, on a mis en place une licence d'exploitation d'un brevet qui est issu du CEA, puisqu'on est une entité CEA et CNRS. Et donc là, on est sur un brevet CEA. L'objectif du brevet, et donc ce qu'on a fait breveter au sein du GANIL, c'est la fabrication de tubes aluminium tenant vide secondaire. La nouvelle installation demandait à ce qu'on n'utilise plus d'inox, mais qu'on utilise de l'aluminium par rapport à toutes les problématiques neutroniques et diminuer les bruits de fond vis-à-vis des expériences expérimentales. Donc le process breveté, vous l'avez, je vous l'ai mis là, c'est pas vraiment l'intérêt. Et puis vous avez une image en fait un petit peu de ce que ça donne. Donc des tubes de faisceaux qui nous permettent de transporter nos faisceaux d'ions et nos faisceaux de neutrons pour les expérimentateurs. Donc à partir de là, on s'est posé la question, donc on a signé une licence avec la société Stirweld. Il se trouve que le positionnement du CEA, c'est de mettre en place les outils nécessaires à l'émergence d'innovation avec les entreprises licenciées. On avait la volonté de trouver des collaborations, de mettre en place une collaboration. Un petit constat entre nous, c'est que le travail dans le cadre du dépôt de brevet avait été réalisé par un agent qui est en retraite aujourd'hui, ce qui fait que les contacts techniques étaient au point mort. Donc on se retrouve dans une situation où on veut mettre en place des collaborations, mais on ne sait pas comment les faire parce que les personnes ne se connaissent pas et les technos ne sont pas connus les uns et les autres. Donc on est en train de déployer une méthodologie qui nous permet de nous rapprocher de la société. Donc c'est des discussions techniques en interne, on fait des visites d'entreprise, on se pose tous ensemble pour essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on va même et donc l'idée ensuite c'est de pouvoir contractualiser dans l'année qui vient pour pouvoir travailler conjointement à de l'innovation dans la thématique de la soudure et de la mécanique. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous, on est forcément GANIL, tutelle, CEA et CNRS, et donc on va essayer de déployer la même chose avec nos tutelles et avec les deux entités, l'IN2P3 et l'IRFU, dont on est tutelle, qui sont nos tutelles.
Merci, on est dans les temps et donc on va terminer avec une dernière présentation d'Infranalytics. Donc oui, une présentation d'Infranalytics, donc un exemple aussi de collaboration donc avec une entreprise, Mayoshi Europe, qu'on avait rencontré au rendez-vous Carnot l'an dernier. Donc Tetsuya Takahashi était là aussi cette année. Voilà, Infranalytics, on est une grande infrastructure pour l'analyse en chimie, donc complémentaire des méthodes synchrotron, neutron qu'on a vu. Nous, on rassemble donc des techniques comme la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, un peu comme l'IRM, mais appliquée à l'étude des matériaux ou des solutions. La RPE, qui est l'équivalent de la RMN, mais on regarde les électrons, et la spectrométrie de masse, mais la plus résolue, qui est la spectrométrie de masse FTICR. Et donc, on a 3 techniques, il y a une grande gamme d'applications, à la fois en santé, dans l'environnement, l'énergie, les matériaux, l'agroalimentaire. Et donc, on travaille avec des partenaires de ces différents domaines. Voilà, la société Mayoshi Europe était venue nous voir. Donc, ils sont un des leaders pour la fabrication de pigments pour la cosmétique. Donc, ils sont faits à partir, par exemple, les pigments blancs, c'est à partir d'oxyde de titane. Et ils peuvent les fonctionnaliser avec des polymères. Mais dans le cadre de la protection de l'environnement, la Commission européenne a pris des actions pour limiter l'usage de microplastiques dans les produits cosmétiques. Et les produits cosmétiques, donc les pigments cosmétiques contenant des polymères, seront considérés comme des microplastiques et seront interdits à la fabrication et à la vente en Europe à partir de 2026. Donc c'est un problème pour la société Mayoshi et en fait pour les autres sociétés dans ce domaine. Donc une des exclusions à cette règle, c'est que si le polymère à la surface du pigment n'est pas solide, ce n'est pas considéré comme un microplastique. Donc la question qui nous avait posée au rendez-vous Carnot, c'est est-ce que les polymères qu'on met à la surface de nos pigments sont liquides ou solides? Donc voilà, ils avaient notamment donné 2 échantillons, donc voilà, avec des polymères donc à base de silicium. Voilà. Donc soit avec 2 groupes méthyl ici, soit on remplace un groupe méthyl par un hydrogène. Et donc en discutant lors des rendez-vous Carnot, et puis après, on a essayé nos techniques, parce qu'on s'est dit qu'effectivement, la résonance magnétique est une bonne technique pour voir la mobilité. Donc la première approche, ça a été de faire de la RPE, mais on n'a pas d'électrons non appariés, donc on en a rajouté. Et là, effectivement, on a vu que pour celui avec 2 méthyl, on n'avait que des chaînes mobiles. Et puis quand on avait un hydrogène, en fait, on a des chaînes mobiles, des chaînes rigides. Mais on peut toujours dire, là, avec la RPE, on rajoute cette molécule là, qui contient un azote, un oxygène, ça change peut-être l'échantillon. Donc on a fait cette fois la RMN, on peut regarder directement le carbone 13, donc on n'a pas du tout besoin de modifier l'échantillon. Et là, pareil, on a différentes techniques RMN qui permettent de voir soit tous les carbones, soit que les carbones mobiles, soit les carbones rigides. Et en tout cas, on voit que, là encore, quand on a 2 méthyls, on est beaucoup plus mobile que quand on a un hydrogène et un méthyle. Et ça, en fait, on voit même que quand on a 2 méthyls, quasiment tous les carbones sont mobiles. Donc, à la fin, la société voulait communiquer autour de ce résultat. Donc, on a participé à la conférence des sociétés des chimistes de cosmétiques où on a présenté ces résultats. Et donc notre conclusion, c'était que effectivement, donc le PDMS avec 2 méthyl, la plupart des chaînes sont mobiles. La seule fraction qui est rigide, c'est vraiment celle à la surface, qui a une épaisseur de 2 nanomètres. Donc on ne peut pas vraiment le considérer comme un microplastique selon la réglementation REACH,
alors que le PMHS avec un méthyle remplacé par un hydrogène, lui, est un microplastique. Donc voilà, on est en train peut-être aussi de discuter avec leurs concurrents pour avoir justement une méthode. Ils sont intéressés d'avoir une méthode générale pour étudier la mobilité des chaînes à la surface des pigments. Voilà, je vais m'arrêter. Merci à tous. On en termine là. Donc on a vu un panorama très complet de ce qu'on est capable de faire, mais très limité aussi. Nous, on a des infrastructures dans la santé qui font des essais cliniques, on a énormément d'autres choses. Donc vous avez eu un petit aperçu et je remercie toutes les personnes qui ont présenté. Si vous avez des questions, on sera là pour y répondre. Merci encore.